c'est Atemi, bonjour. Bonjour Maury Anoagua, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Laurent. Votre nuit a été très longue, mais malgré ça, vous avez pu répondre à l'appel puisque vous êtes rentré à 3 h du matin. Oui. Le travail oblige et ce matin, vous êtes déjà au plateau. Oui. Quand le devoir appelle, il faut répondre, donc on est là. Pour la fidélité que nos téléspectateurs et auditeurs ont pour nous, on se doit d'être là. Merci d'être là. Laurent Roland Enriquez, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour. Plaisir partagé, Maury Anoagua. C'est Atemi, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui nous suivront un peu plus tard. Très bien. Alors aujourd'hui, on va encore. Je vous vois encore relax, sans cravate, oui, sans cravate. Comme hier, quelle coïncidence. J'étais entouré des analystes sans cravate. Hein, et aujourd'hui encore, c'est pareil, alors qu'on ne se consulte pas du tout. Un mot quand même, avant de démarrer l'analyse sur cette grande pète, cette bibliothèque administrative qui brûle, qui a brûlé. Bruno a dit David, pardon, c'est une mémoire du football béninois qui s'en est allée. Quand je dis mémoire, c'est que je pèse mes mots. Un journal a parlé de bibliothèque. Écoutez, c'est l'un des grands piliers du football béninois. Et donc, quand vous avez... Donc, un pilier est tombé. Malheureusement, c'est une grosse perte pour le football béninois. C'est un médiateur hors pair dans le football béninois. C'est un acteur engagé depuis des années. Il a beaucoup apporté au football béninois. Je crois qu'avant-hier, il fêtait déjà son anniversaire et hier, il est décédé. Donc, c'est quand même une triste nouvelle, dure nouvelle. Il était malade depuis quelques temps. Oui. Et même sur son lit d'hôpital, j'ai appris que quand les guépards devaient jouer, il arborait toujours le maillot des guépards et quand bien même il était sur le lit d'hôpital. C'est quelqu'un qui vivait vraiment le football béninois. Je ne dis pas qu'il vivait du football béninois. Il vivait vraiment le football béninois. Et il l'a vécu. Il a apporté beaucoup au football béninois. Malheureusement, c'est une perte à son âge, à cet âge. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas pris la précision de son âge, mais quand on regarde un peu son allure, il n'est pas pour autant vieux. Paix à son âme, condoléances à toute sa famille, condoléances à la famille du football béninois et vivement qu'on ait davantage. Il y en a encore qui sont engagés pour le football béninois, mais davantage, on a besoin des gens comme Arthur et Bruno David qui ont beaucoup apporté, qui ne sont pas venus dans le football seulement pour s'enrichir et pour faire leur beurre, mais en réalité pour apporter quelque chose et pour accompagner le football béninois. Très bien, vous l'avez si bien dit. Un mot. C'est Atemi, vous qui vous connaissez un peu en football, pas un peu, beaucoup en football, parce qu'on vous connaît, on connaît votre efficacité sur le terrain de football. Dites un mot quand même avant qu'on ne démarre l'analyse. J'ai des regrets. Bruno Arthur Didavi était un grand homme du football béninois, autant dans la construction du football, parce qu'il a œuvré pour la construction également, que dans le niveau des centres de formation. Oui. Donc Bruno a été un artisan important et impeccable dans le football béninois depuis l'époque de certains que je vois très loin là-bas jusqu'à présent. Il a été longuement malade, vous l'avez dit tout à l'heure. Depuis l'époque du président qui a amené l'équipe à la CAN, rappelez-moi. Il y avait Anjorin. Mais avant Anjorin. On a eu un président. Il y avait Adjagodo. Avant Jorin, c'est de lui que je voulais parler. Voilà, depuis l'époque de Martin Adjagodo, déjà, il était actif jusqu'à... A précisé qu'il était actif avant, bien ça. Bien sûr. Après, il a accompagné la dynamique tout le temps. Exactement. Et à chaque fois qu'il y en avait une autre qui s'installait, il était toujours prêt à pouvoir faire le combat pour que le foot béninois puisse davantage émerger. Et paix à son âme et que la félicité céleste l'accueille là-bas. Armen, oui, c'était un petit hommage du plateau de Matin d'Éden à ce grand homme, Monsieur Didavi. Que la perte soit légère. Nous allons faire la virgule pour revenir pour l'analyse proprement dite. Retour sur notre plateau pour maintenant démarrer l'analyse de ce matin. J'ai envie qu'on démarre par ses excuses. L'autre parlera de mea culpa, mais on va quand même démarrer par un premier sujet, adhésion politique en prélude aux élections générales 2026. Wadaï gagne du terrain, des mouvements Olivier Bokor rallie à l'UPR.
Laurent Roland Tonique, c'est à terminer. Laurent Roland, je me retourne vers vous. N'est-ce pas une confirmation de tout le monde dans les rangs? Bon, tout le monde dans les rangs, mais ce n'est pas tout le monde. C'est bien écrit les mouvements. Ce n'est pas écrit des mouvements, pardon. Ce n'est pas écrit les mouvements. Bon, des mouvements. Voilà. Oui, des mais mouvements. Pour le peu, n'est-ce pas dans les rangs? Nous sommes en politique. Donc, un peu d'addition peut faire bien l'affaire. Donc, des mouvements, ce n'est pas les mouvements. Parce que oui, je sais qu'il y a des mouvements avec qui j'ai discuté quand il y a eu l'information. Je l'ai balancé ça il y a une semaine parce que j'ai lu quelque part que les mouvements OB se rallient à l'UP Le Renouveau. Et quand j'ai balancé l'information, j'ai eu l'information, j'ai balancé à un ami que je connais qui a lancé un mouvement à Soklobo, dans le village natal, en tout cas d'origine d'Olivier Bokor, et qui me disait, mais les gars là veulent nous vendre à crédit. Donc vous imaginez, ce n'est pas tous les mouvements. Oui, c'est vrai que l'idéal aurait été, une fois que ceux-là étaient derrière Olivier Bokor étant de la mouvance présidentielle, même si aujourd'hui il a des déboires avec le pouvoir en place et le patron Patrice Talon, c'est que oui, c'est quelqu'un de la mouvance. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais lu quelque part que Olivier Bokor dit « je me désolidarise de la mouvance présidentielle ». Donc ça peut être une logique de les voir vers l'UP Le Renouveau ou le BR ou Moël Bénin ou pourquoi pas Renaissance Nationale. Sauf que oui, ceux qui vont s'allier à l'UPR, le font-ils de façon sincère ou le font-ils avec l'adhésion de toutes ces personnes qui ont cru en eux à un moment donné? Est-ce qu'ils ont eu à un moment donné la bénédiction de ceux qui étaient initiateurs de leur mouvement? Parce qu'on ne va pas se leurrer. Hein? Moi, j'ai eu la chance d'être maître de cérémonie d'une activité d'Olivier Bokor, au mouvement d'Olivier Bokor. Écoutez, quand j'ai dit ça, quelqu'un s'en est pris à moi pour dire que je suis... Non, écoutez, non. Je suis un journaliste communicant et donc quand on m'appelle pour être maître de cérémonie... Surtout quand on vous appelle pour de l'argent. Pour de l'argent. En tant que maître de cérémonie, j'y vais. Et donc j'ai assisté à beaucoup de choses comme ça. Et j'ai vu, mais quand je regarde les jeunes qui le font et que je vois un certain nombre, la dynamique il faut saluer votre neutralité aussi. C'est votre devoir d'être neutre. Oui, justement. Moi, je suis là pour introduire les intervenants. Si c'est ça, ceux qui font sono ne vont pas demain jouer pour les démocrates, demain l'UPR. Non. Nous sommes des prestataires, nous autres. Nous sommes des prestataires. Et donc, j'ai pu voir beaucoup de choses. Et quand je regardais la dynamique un peu, ce que les jeunes dépensaient, il y a forcément une main derrière qui peut être bancaire, financière, et donner un peu de moyens. Parce que je sais que pour des mouvements, c'est que il y avait la garantie d'avoir les t-shirts, par exemple. Il y avait la garantie d'avoir les salles où il fait l'activité. Il y a les garanties d'avoir la sonorisation. Il y avait la garantie de la couverture médiatique de certaines activités. Donc, mais ça, là, ce n'est pas seulement avec les jeunes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le mentor ou les mentors qui ont suscité ces mouvements à l'époque, là, pour accompagner Olivier Bokor à être candidat, est-ce que ces mentors ont dit le dernier mot également? Est-ce que je pose beaucoup de questions, mais sachant très bien que parmi l'un des plus fidèles de Olivier Bokor, qui était dans la dynamique également, il y en a qui sont en exil aujourd'hui. Exil forcé ou volontaire, si vous voulez. Donc aujourd'hui, les jeunes ont décidé de partir, mais est-ce que c'est toute la dynamique qui accompagne ou bien c'est une adhésion des têtes de pont de ces mouvements, attendons de voir. Le plus important, c'est dans les unes que ça va se sentir. Très bien. Dans les unes que ça va se sentir en janvier prochain et en avril prochain. Parce que quand on regarde la masse qui scandait le nom d'Olivier Bokor au B26, si vous voulez, les pépinières de talent, dynamique Olivier Bokor, tout ça là, quand on regarde tout ce qui se passait derrière, on peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas une grande partie de la mouvance qui était engagée à ce niveau. Et chose, je le dis, ça peut déranger. Dans cette dynamique de Olivier Bokor 2026, il y avait beaucoup de députés qui étaient derrière. D'accord. Il y avait beaucoup de maires qui étaient derrière. Il y avait beaucoup d'opérateurs économiques qui étaient derrière, qui finançaient. Il y avait beaucoup de cadres fonctionnaires d'État qui étaient derrière. Donc, ces personnes-là qui ont mis les moyens aujourd'hui, parce que, oui, je pense, estimant que Olivier Bokor pourra venir faire le bonheur, ont-ils dit le dernier mot? Autant de choses. Cette députée, je sais, et ça, je n'invente rien, je sais, et ils le savent, beaucoup de députés qui ont accompagné cette dynamique sont
en tout cas à 80% sûrs qu'ils ne seront pas alignés pour les prochaines élections législatives. Donc c'est autant... On les connaît? Ben, je les connais. Donc si vous les connaissez, c'est que le président les connaît. Mais le président les connaît. C'est que les chefs partis, la moindre des choses, ils sont connus par les chefs de parti. La moindre des choses, les noms sont connus. Quelques-uns essaient de se racheter ces derniers temps pour regagner la confiance du chef de l'État, pour espérer sur les listes. Mais certains parmi eux ont compris d'office qu'ils ne seront pas sur une liste pour les prochaines élections. Bon, mais est-ce que c'est normal de ne pas les mettre sur des listes? Ah, mais c'est bien. Moi, pour moi, je ne trouve rien de... Ils participent non, je ne trouve rien de méchant. De la nation. Non, ils ont, à un moment donné, accompagné l'alter ego, si vous voulez, ou bien le bras droit ou opérationnel du chef, sans la bénédiction du chef. Parce qu'il y avait un capitaine d'abord, c'était Patrice Talon. Mais quand vous vous alignez derrière l'autre, sans avoir la bénédiction ou l'aval de celui qui est le maître suprême, à un moment donné, il est dans son plein droit de ne pas vous repositionner. Et ça, je ne trouve rien de méchant. Moi, peut-être à la place du chef de l'État, je ferais exactement la même chose. Ben, ça, c'est le schéma, de l'entreprise où les gros poissons mangent les petits poissons. Nous sommes en politique et malheureusement, des gens qui, à un moment donné, se sont ralliés à Olivier Bokor, quand les positions seront réélus, ils peuvent être un des problèmes pour la mouvance à un moment donné. Ils peuvent, je dis. Je ne dis pas qu'ils seront certaines. Forcément, il y a un problème. Donc, dans tous ces calculs, il se peut qu'on dise, bon, écoutez, pour éviter les problèmes, pour faire face à eux, ça va être difficile. Sauf que, et là aussi, il faut faire attention. Et c'est en cela que je dis, bon, oui, il faut faire attention. Parce que, oui, il y a des gens qui, dans leur circonscription électorale, sont, qu'on le veuille ou non, assez influents. Et ne pas les positionner va être assez suicidaire pour la mouvance dans cette zone-là. Merci pour cette précision. Donc c'est un problème, un casse-tête, ça va être un casse-tête pour la mouvance. Qui est positionné, qui n'est pas positionné. Est-ce que véritablement, quand je prends la 6e, il y a quelqu'un, même si on ne le positionne pas, ça ne fera rien de mauvais à la mouvance. Par contre, quand vous allez dans la partie septentrionale, je vais citer, il y a 2 communes phares, il y a 2 personnes, quand vous ne les positionnez pas dans cette circonscription électorale, ça peut être suicidaire pour vous. Très bien. Je me retourne vers vous, cet Atémi, ce matin. Quel signe cela donne de voir des partis Olivier Bokor rallier l'UPR? Écoutez, quand l'avènement... Est-ce la panique? Panique. Est-ce pour mieux se repositionner? Est-ce rentrer dans les rangs? Je vais commencer peut-être par une phrase que l'on dit souvent. On dit que quand le feu gagne la forêt, les animaux courent vers la rivière. Vous savez... Quelle inspiration! Il y a eu péril dans leur demeure, parce que ce qui leur est arrivé, ils ne s'y attendaient pas du tout. Effectivement. Pas du tout. C'est un peu comme un coup de massue sur la tête. Exactement. C'est un peu comme quand le ciel vous tombe sur la tête. Il faut se réajuster, il faut réfléchir rapidement et il faut pouvoir se repositionner par rapport à l'avenir. Et vous savez que 2026 est déterminant pour les années à venir dans notre pays, autant sur un point de vue municipal, législatif que exécutif. Donc si vous ratez le GOAT de 2026 là, ce serait difficile de pouvoir revenir à la surface et pouvoir avoir force de discussion dans le pouvoir politique, dans les questions liées à la nation dans notre pays. Donc pour moi, cette restructuration, cette remise à niveau et cette décision de pouvoir accompagner la mouvance présidentielle, je trouve qu'elle est, j'ai envie de dire qu'elle est légitime et j'ai envie de dire également que bon, il faut vite se décider parce que les choses sont en train d'être précisées. Il faut vite se décider. C'est important. Il faut vite se décider parce que les choses se précisent et visiblement on risque d'aller vers une élection où nous aurons en face visiblement, selon ce qui est en train de se dessiner, nous aurons au maximum 2 camps ou 2 ou 3 camps. Et on sait que bon, il y en a 2 qui sont des pairs et ils ont même déjà eu une alliance par le passé. Donc, je crois que les uns et les autres se décident rapidement. Mais qu'à cela ne tienne, quand on revient un peu à la base et qu'on évoque le cas d'Olivier Bokor, on sait qu'il était
la main de maître ou l'ami intime. Le bras droit. Oui, le bras droit, oui. Peut-on dire. Le frère, pratiquement. Le frère. J'ai presque envie de dire le second laurier du chef de l'État. Et on savait qu'ils étaient très intimes. Donc, au minimum, on sait que tout ce qu'ils faisaient était pour la majorité présidentielle. Donc, je crois que c'est de facto que ceux qui ont soutenu entre-temps Olivier Bokor puissent rejoindre le bloc de la majorité présidentielle, que ce soit l'UPR, le BR, Renaissance nationale ou encore Moed Bénin. Mais le plus important est de pouvoir s'aligner derrière le duo candidat de la mouvance présidentielle. Donc, c'est réfléchi pour moi, à mon avis, de pouvoir le faire ainsi. Maintenant, est-ce que c'est par leur pure volonté? Est-ce que ce n'est pas encore de la suscitation des personnes qui sont derrière? Parce que vous et moi savons qu'il y a toujours eu des têtes derrière, au-delà des mains qui étaient derrière et qui organisaient les choses. Est-ce que ce sont des suscitations? Est-ce que ce sont des mots d'ordre qui sont en train d'être respectés? Ou est-ce que ce sont ces jeunes-là même ou les membres de ces mouvements-là même qui sont en train de se rallier de gré et de cause à la mouvance présidentielle, à l'UPR notamment? On attendra de les entendre mieux pour pouvoir le comprendre. Mais pour l'instant, nous constatons, et je trouve que c'est totalement légitime, c'est totalement une réaction d'humain de pouvoir s'aligner. Et au-delà de la réaction de l'humain qui est en train de chercher, je vais dire, la bergerie ou qui est en train de chercher la paix ou la grâce, l'oasis, voilà, le mot est mieux choisi pour le fait qu'il y ait le feu dans la brousse. Je trouve qu'au-delà de cela, c'est totalement également une réaction de politique, soit-il néo ou plus ancien, c'est totalement une réaction de politique, de pouvoir s'aligner vers ce qu'ensemble, ce qui paraît pour soi être ce qui va être le cheval gagnant pour les prochaines joutes électorales, notamment au niveau de l'exécutif. Vous le dites aussi bien, Laurent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que oui, aujourd'hui, quand on regarde un peu, les jeunes ont leur destin en main. C'est soit ils accompagnent la dynamique de la mouvance ou ils décident de regarder de loin ce qui va se passer. Et on va se donner rendez-vous pour 2031, c'est ça, non? Non, 2031, c'est que les leaders ne seraient pas encore sortis de prison, sauf s'il y a amnistie ou grâce présidentielle, parce qu'il va faire banalement 10 ans en prison. Donc, ce que je retiens dans ça, c'est que les jeunes, peut-être, sont dans une position de repositionnement, tel qu'il le dit à cet Athémie. C'est soit on veut être les premiers artisans de la victoire de Ouada ici, entre-temps, le peuple lui accorder cette confiance, et en même temps, on veut quand même se repositionner pour quand même participer à la gestion du pouvoir d'État. Parce que c'est pourquoi beaucoup se sont empressés de soutenir Olivier Bokor ou de susciter sa candidature. C'est quand même sympa pour la bouche d'Olivier Bokor. Mais c'est d'espérer que quand il sera président, qu'il pense à eux, parce qu'ils ont vu quelqu'un soutenir des chefs d'État mobiliser sa caution et être ministre pendant 7 ans ou 8 ans, si vous voulez. Donc, dans la même dynamique, il fallait vite se positionner. Donc aujourd'hui... Est-ce que vous devez tout dire? Je dois tout dire. Je dois tout dire parce qu'il faut rappeler les faits. Il s'est retenu de dire la finalité. C'est déjà bien. Il dit pas qu'il faut rappeler les faits. D'accord. Donc aujourd'hui, les jeunes qui se rallient à l'UP Le Renouveau ont certainement leurs convictions, ont certainement mûri leurs décisions. Mais comme je le dis toujours, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on entendra le mot d'ordre de Bokor de la prison. On entendra le mot d'ordre d'Olivier Bokor et de Azor de Meki de la prison. Qu'on le veuille ou non, Ricky Amadougou parlera un jour, peut-être, même si elle n'a pas la possibilité de se faire enregistrer, il y aura certainement une lettre ouverte de Ricky Amadougou ou bien du Joël Aïvor pour orienter. Donc, le professeur Joël Aïvor. Oui, évidemment, oui. Donc, Olivier Bokor, peu ou prou, c'est bien que non, en exil, finira par parler. Aurélien Agbenossi va parler. Donc, toute cette dynamique-là aujourd'hui, il faut quand même contribuer. Et c'est pour ça que j'ai pu lire ce matin qu'il y a un mouvement des anciens. Vous avez cité Séverin? Oui, oui. D'accord. Ce matin, j'ai lu César, un cas des anciens. Bon, puisque vous embrayez. Oui, qui soutient Olivier Bokor. Donc, il faut... Non, pas Olivier Bokor. César soutient... Wadaï, pardon. Wadaï. Autant pour moi. Alors, bon, allez, je vais recadrer alors. Cercle des océans.
Cercle des enseignants du supérieur engagé, CESE. Oui, il y a une déclaration solennelle de soutien. Oui, je viens. De soutien au duo candidat Wadaï Talata. C'était donc au lendemain de cette installation ou bien investiture du duo. Et ça s'est passé à Dassa. Et ces professeurs donc, ont exprimé leur soutien. Ils ont été pratiquement les premiers à faire une déclaration comme ça, publique, solennelle. Oui, qu'est-ce que cela vous inspire? Puisque nous parlons d'adhésion politique, mais aussi de déclaration. Excusez, vous avez pensé quand vous étiez au CESE? J'ai pensé, mais qu'est-ce que les matériels viennent chercher dans cette affaire? Bon, heureusement que vous avez défini. Non, plus sérieusement. Non, je crois que aujourd'hui, tout le monde veut s'empresser d'être le premier soutien de Wadaï. Pour lui dire, voilà, c'est nous, c'est nous. Il ne faut pas nous oublier. Mais donc, il faut saluer quand même. C'est de l'audace. Hein. Oui, c'est de l'audace. Oui, attention. Quand on sait comment... Et pourquoi pas une reconnaissance? De quoi? D'une reconnaissance des professeurs, des enseignants. De reconnaissance en quoi? Oui, parce qu'un doyen m'expliquait que par rapport à des primes ou quelque chose où il n'était pas... C'était à 3 000 francs, le prime là, ils ont remonté à 7 000. Je ne peux pas vous donner toutes les précisions. Je vous promets d'y revenir. Oui, moi c'est aussi une reconnaissance. Je ne vais pas aller sur ce terrain parce que... Vous ne voulez pas aller sur le terrain de reconnaissance? Non, pas ça. Je ne veux pas... Puisque je n'ai pas les éléments. Les éléments exacts des travailleurs. Et donc, un groupe de travailleurs peut avoir son avis sur une certaine chose, un autre groupe de travailleurs peut venir dire autre chose. Donc, pour ne pas aller dans le sens, ceux qui veulent soutenir vont toujours trouver des arguments pour justifier leur soutien. Et donc, pour ça, mais je pense que chacun est libre dans la République de soutenir. Ils ont décidé de soutenir Wadaï. Ils veulent être parmi les premiers à soutenir Romuald Wadaï. Et c'est de leur gré. C'est le premier qu'on voit. Hein. Oui, c'est bon. Pas pour autant, il y a des gens qui ont été les premiers en 2016 et qui ont attendu jusqu'en 2025, qui n'ont pas encore eu quelque chose. Il y en a qui ont attendu 2 ans et qui ont dû partir dans l'opposition. Oui, donc c'est pas parce que vous êtes premier. Vous êtes premier, mais il faut aussi prier pour que le chef se souvienne de vous. Sauf que oui, en fait, quand vous êtes convaincu d'un choix, vous n'avez pas de gêne à aller là-bas vers le choix. Et donc, ces enseignants qui ont décidé de le faire, on ne peut que leur dire, oui, bon, c'est votre choix, vous avez fait votre choix et bonne chance à eux. Bonne chance à eux si le candidat est élu. C'est quelqu'un pas mieux pour être nommé ministre, pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un guette le poste de ministre de la Justice ou bien quelqu'un guette le poste de ministre de l'Intérieur ou des Finances. En tout cas, moi, je leur souhaite cela. Cette atémie, oui, ces enseignants ont effectué leur sortie, un soutien, oui. Au duo, votre mot, votre analyse? Je dois dire que les soutiens qui arrivent depuis, c'est le premier soutien, je dirais, de l'ordre du supérieur, en fait. Oui. De tous les soutiens qui arrivent depuis. Donc, on va dire que c'est le premier soutien de l'intellect pour la candidature Wadaï Talata. J'en ai été un peu surpris. Parce que je suis béninois et ça fait un bon bout de temps que je suis béninois et que j'observe un peu la vie politique dans notre pays. Enfin, rarement j'ai vu des personnes du supérieur se mettre ensemble et soutenir un candidat ou un duo candidat de cette façon-là. Et qui se jettent comme ça à l'eau, c'est un risque, vous le disiez tout à l'heure, qu'ils ont accepté de prendre, mais c'est des personnes qui sont des personnes sachant. Elles savent les risques qu'elles prennent. Et donc, je dirais que j'ai été quelque peu surpris. C'est vrai que le candidat, du duo candidat, il y a Wadaï qui reste un technocrate et tout, mais je n'ai pas connaissance qu'il ait des acquaintances ou qu'il ait des affiliations, de super bons rapprochements avec le milieu de l'enseignement supérieur dans notre pays. Je n'en avais aucune connaissance. S'ils soutiennent le duo candidat, ils ont évoqué les raisons pour lesquelles ils les soutiennent. Et entre autres raisons. J'ai vu le reportage et j'ai entendu le représentant
de l'ensemble du CESE, le porte-parole en la personne du professeur Cloté Agossou. Exactement, parler. Et pour ma part, c'est quelque chose qui a été totalement super bien, je dirais. Super bien pensé. Pensé et super bien écrit, super bien dit même à la limite. C'est un expert dans la communication, je dois m'en douter. Et j'espère, je porte foi à ce qu'ils disent, j'espère qu'ils ont fait le bon choix. Il n'y a que le soir d'avril, du 12 avril, qui nous dira si X ou Y a eu raison de soutenir telle ou telle autre personne. Mais les soutiens qui arrivent, qui de droit est en train de les recevoir, nous observons et sur la base, nous ferons nos analyses. Ça nous amène des grains à moudre. Des grains à moudre, oui. Oui, moi, je pense qu'au-delà des soutiens, il faut que les gens soient sincères dans leur soutien. Parce qu'on se connaît au 229. On connaît. Parce que, les journalistes ont déjà fait leur soutien. Vous voulez que les journalistes soutiennent? Moi, il y a les journalistes politiques. Bon, les journalistes politiciens. Bon, propagandistes qui soutiennent. Je n'ai pas dit propagandiste. Non, si vous êtes journaliste et que vous êtes soutien, c'est que vous devez être propagandiste. Moi, j'ai demandé juste si les journalistes ont déjà fait le soutien. Oui, il y en a qui sont propagandistes dans le pays et qui certainement ne vont pas hésiter à créer leur creuset pour soutenir. Bon, on leur donne une idée ce matin. Bon, voilà. Allons-y. Donc, on va créer l'association des journalistes propagandistes. Propagandistes, AJOPA. Il y a déjà un sigle. Ou bien AJP si vous voulez. Non, mais sérieusement. De façon plus sérieuse. Non, une petite note d'humour, ça fait toujours. Oui, bon, on a CESE, on a AJOPA. AJOPA, c'est ou AJP. Non. Donc, je crois que quand on regarde un peu, il faut que les gens soient sincères parce qu'on sait très bien que les gens soutiennent. Mais après, le soutien, cette déclaration, si vous voulez vraiment que le candidat gagne, c'est que vous devez mettre la main à la poche également. Aller dans... Oui. C'est ce qu'il ne faut pas dire que vous dites là. Oui, il faut dire. Mais c'est le candidat qui met la main à la poche. Non, le problème... On nous avait habitués à ce que le candidat mette la main à la poche. Le problème le plus souvent, c'est que les gens sont les premiers à accompagner, à soutenir, et ils sont les premiers à espérer aller déposer un budget pour avoir le financement. Et dès lors qu'ils n'ont pas le financement, ils ne mouillent pas le maillot parce qu'ils ont déjà fait une déclaration de soutien. Ils pensent que ça suffit. Et ça a été suicidaire pour beaucoup de candidats dans ce pays. Donc les gens soutiennent. Il y en a qui soutiennent, qui sortent l'argent de leur poche. J'en connais qui ont soutenu les différents candidats de 2016 à 2021 et qui ont mis la main à la poche et qui ont investi, même s'ils n'ont pas eu retour sur investissement, même si certains ont eu la chance d'avoir le retour sur investissement. Mais fort malheureusement, oui, malheureusement, et ça a toujours été comme ça. Quel politicien il a de la tête jusqu'au sommet, du pied jusqu'au sommet ou du bas jusqu'au sommet, n'a pas fait retour sur investissement ces dernières années. Je veux bien voir. Mais d'autres ont mouillé aussi le maillot et d'autres en bénéficient. Oui, je dis, il y a des gens qui sont malheureusement mis de côté, ils n'ont pas eu la chance de faire leur retour sur investissement. Mais le plus gros lot, ils font leur retour sur investissement. Donc, il y a que, quand vous soutenez, il faut commencer par avoir cette mentalité. Le Béninois, nous n'avons pas cette mentalité. On fait une déclaration et puis après on dit nous avons 500 enseignants à Paracourt, nous avons 1000 enseignants à Cotonou, nous voulons faire une déclaration au Palais des Congrès, il faut 50 000 pour les enseignants qui ont quitté Paracourt, il faut 25 000 pour les enseignants de Cotonou. On fait le budget, tout ça. Et dès lors que le candidat ne donne pas le budget, automatiquement on se décourage, on ne fait plus rien. Et après on dit, vous allez les écouter. Vous savez ce qu'ils disent souvent? Non, écoutez, il y a un bloc bon, un bloc bon, parce que nous on a déjà fait ce qu'on fait, ils n'ont pas mis les moyens, comment on va faire? Ça quoi? Donc, en réalité, le soutien ne doit pas seulement être une déclaration. Si les gens veulent véritablement que Romy Awadagne gagne les élections en avril 2026, compte tenu de l'enjeu qui est de taille pour la mouvance présidentielle, c'est un défi assez... Même si sur papier, on a l'impression qu'ils ont déjà gagné les élections, c'est qu'il y a un grand travail à faire. Donc, les soutiens dans les salles de comment vous appelez, de conférences ne suffiront pas. Il faut maintenant s'engager sur le terrain. Il faut aller parler, non seulement, puisqu'on parle d'enseignants, ce n'est pas seulement dans les amphithéâtres qu'il faut parler, ce n'est pas seulement dans la salle des procès qu'il faut parler, il faut aller dans les hameaux du Bénin pour faire passer le message s'ils sont pour autant convaincus. Donc je crois que c'est à ce niveau que le travail les attend. Je continue de dire, toutes les déclarations sont la bienvenue pour le candidat de la mouvance présidentielle, mais pour que
cette déclaration est leur écho, il faut aller sur le terrain. Parlant de soutien, on va profiter également pour rester sur ce thème et faire une petite parenthèse. Nous avons remarqué qu'il y a Visa Info ce matin qui nous a informé, si je ne me trompe, que les étudiants ont été mobilisés et que le parti Renaissance nationale est allé à leur rencontre à Parakou. C'est aussi une activité au lendemain de l'investiture, pendant que tout le monde rallie Cotonou ou rallie son coin, savait, Dassa ailleurs. Les responsables du parti RN sont restés pour aller à la rencontre des populations, à la rencontre des étudiants. Un mot à ce propos avant qu'on ne change de sujet. C'est un bel exemple. Tout à l'heure, on parlait de se mettre à l'œuvre au-delà de parler, au-delà du discours. Il faut se mettre à l'œuvre. C'est plutôt du coin info. Merci à Rebecca. Plus de 500 étudiants adhèrent. Oui, voilà. Oui. Plus de 500 étudiants adhèrent aux idéaux de Claudine Prudencio. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des éléments à ce sujet, oui. Il faut se mettre à l'œuvre, il faut donner la preuve de ce qu'on est en train de dire. Quand vous dites que vous soutenez une personne, que vous soutenez une candidature, vous posez des actes. Qu'est-ce que vous faites pour montrer que vous le soutenez? La présidente et la du parti Renaissance nationale, déjà à l'investiture, dans la posture et dans le stylisme qu'elle abhorrait, elle montrait déjà qu'elle était prête totalement pour le terrain. Et vous voyez, juste au lendemain déjà, ça se montre en fait. Et ça se démontre également qu'on est prêt pour le terrain, aller rencontrer les étudiants au point d'en avoir 500 déjà qui adhèrent à la logique et à la cause, c'est déjà bien. Qui sait quelles sont les autres actions qui seront menées le tout prochain jour. Oui, avant elle avait dit qu'elle va faire le tour du Bénin, qu'elle va mouiller le maillot, qu'elle va travailler. Oui, je crois qu'elle a tenu un propos comme ça. Nous allons travailler pour la réussite. Dans son discours, elle a dit. Et à partir de ce premier acte-là, déjà, c'est la preuve que les mots qui ont été dits n'ont pas été des mots dits seulement pour plaire. Ce sont des mots qui ont été pensés et sont déjà mis en acte. On attend de voir la suite. C'est un bel exemple. On en parlait tout à l'heure quand vous avez évoqué l'exemple là. C'est un bel exemple. Donc, je ne doute pas que les autres aussi voudront faire des actes. Nous, on veut voir à présent les actes. C'est vrai que le moment où on verra les gens sur le terrain de façon un peu plus accrue arrive. Mais dans un attendant, faut jeter les bases. Certains se doivent déjà d'établir les bases, de jeter les bases, d'établir les périmètres, de pouvoir travailler sur ces petites bases-là plus tard, quand le moment actif de la campagne arrivera. Donc, c'est déjà bien de pouvoir donner cet exemple-là. J'espère que tous les autres groupes... donner un avant-goût. Toutes les autres associations qui font des soutiens et qui annoncent les soutiens vont également montrer la preuve de leur soutien quand viendra le moment. Laurent, dans cette rencontre, j'ai entendu, ils ont parlé de jeunesse et toujours étant à Parakou, la jeunesse a été amenée, une partie de la jeunesse a été amenée à visiter le POSEC pour voir les possibilités de leur offrir de l'emploi, mais également les choses qui se font. Oui, le POSEC est réalisé par le groupe pétrolier. Le groupe pétrolier de Samuel Dossouaoré, qui est aussi promoteur d'Eden TV, il faut préciser. Et ce POSEC est réalisé depuis des années, qui depuis un moment ne peine peut-être à commencer les activités. Ça va se faire. Vivement que ça commence dans les prochains mois, pourquoi pas. Et parce que oui, si ce POSEC commence à fonctionner, ça va créer de l'emploi dans la partie septentrionale du Bénin. Il faut rappeler qu'au moins c'est 2 km de rails métriques réalisés par eux. Donc, il y a des activités qui pourraient être développées autour de ce POSEC. Donc, c'est déjà bien de montrer ça aux jeunes pour leur faire comprendre qu'il y a de l'emploi en essence qui sera créé dans ce secteur-là. Mais en même temps, je crois que quand je regarde l'activité, les 500 jeunes qui adhèrent au parti Renaissance nationale, je crois que oui, maintenant, la présence de Renaissance nationale, les membres du bureau politique de Renaissance nationale me donnent de la joie au cœur ce matin. Parce que depuis quelques jours, quand on dit que RN a reçu Wadaini à Dekoumbe et que RN a fait un discours à Parakou, je dis oui. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut aller au-delà des discours. Les gens me comprendront peut-être mal.
Mais moi, je pense que chaque parti doit montrer l'exemple. Montrer que oui, au-delà des discours, nous posons des actes. Ce tas de 500 jeunes qui adhèrent à un parti aujourd'hui, et quand on parle de 500 étudiants, écoutez, c'est des canaux de communication. Les jeunes les étudiants, c'est des vecteurs pour porter le message plus loin. Un jeune qui est à Parakou vient peut-être de Missérété, par exemple, et qui est là-bas, de Kalalé, par exemple, et quand il retourne dans sa communauté pour dire papa, maman, ses parents qui n'ont pas été intellectuels comme lui, quand il dit je veux faire RN, par exemple, ou bien je veux soutenir Wadaï, c'est qu'il a des arguments certainement de convaincre ses parents qui vont accompagner la dynamique. Donc, ce sont de ces actions-là que nous avons besoin. Je parlais du CG pour dire, au-delà du discours, il faut aller sur le terrain. Et que je ne crois pas qu'on ait encore commencé la campagne pour qu'on dise que c'est Robin Wadaï qui a donné les moyens au parti RN pour aller rencontrer ces jeunes-là. Parce qu'une organisation, même si ce n'est pas de l'argent à distribuer aux jeunes, c'est qu'il faut quand même organiser. Et l'organisation, ça a un coût. Donc, autant de choses, je crois que véritablement, ce dont on a besoin, c'est de ça qu'on a besoin. Et puis, l'enjeu des législatives et des communales, c'est une question assez préjudiciale. Écoutez, quand vous regardez les accords de gouvernance, il faut 10%. Oui. Pour être pris en compte dans les calculs. Oui, donc le Parti Renaissance Nationale se doit davantage d'être à la rencontre des populations, passer le message de ce qu'il faut en son temps voter pour la liste Renaissance Nationale et permettre à ce que Renaissance Nationale davantage s'impose dans la mouvance. Parce qu'on a décrié il y a quelques jours ici avant l'investiture, comment est-ce que Renaissance Nationale et Moël Béné parfois sont traités dans la mouvance présidentielle et pour être davantage écouté et pour s'imposer, il faut montrer la preuve de ce que, oui, on est présent sur le terrain. Et ça ne fait que commencer. On va souhaiter bonne chance au parti, notamment que Moël Béné aille dans le même sens, notamment que vivement que au soir des élections, qu'ils aient un très bon score qui leur permette de se faire entendre davantage pour s'imposer. Parce que quand vous avez des élus au Parlement, que vous avez des élus dans les communes, et qu'après, il faut choisir, après, vous pouvez vous faire entendre dans la famille. Mais parfois, parce qu'on a suivi des députés qui disent clairement, mais Renaissance Nationale, on contribue à quoi? C'est nous qui avons des élus qui pourront parrainer. Ils l'ont dit, même s'ils ne l'ont pas dit publiquement, dans les coulisses, il y en a qui le disent. Ils ont contribué à quoi? Nous avons les parrainages. Donc, de ce point de vue, parce qu'ils ont les parrainages, ils pensent que oui, la grosse part leur revient de c'est aussi la béninoiserie et la jalousie. Oui, de toute façon. Alors, pour ça, alors, il faut mieux que les autres partis aussi se battent sérieusement. Se battent pour vraiment leur faire comprendre que ils sont aussi là. Je suis d'accord et je fais confiance donc à la présidente de la Renaissance nationale, la personne de Mme Claudine Prudentiaux Omolara. Nous allons changer de sujet, Laurent Roland Torniquez. C'est à Témi. Le temps avance très vite. Cour constitutionnelle, bataille juridique sur l'auto-parrainage. Laurent Roland Torniquez. Oui, j'ai pu lire avec Bénin Intelligent que 5 juristes ont saisi la Cour constitutionnelle et on dit que la loi n'a jamais prévu la possibilité d'auto-parrainage. Et ce débat a commencé sur ce plateau. Oui. Et je sais comment les gens nous ont insultés. Ah oui? Ah oui, j'ai entendu des choses, j'ai lu des choses. Mais moi, je reste droit dans mes bottes et je regarde. Je dis, attendez bien la fin. Quand les juristes attaquent la Sénat devant la Cour constitutionnelle, parce que les députés sont allés à la Sénat et ils ont posé la question. Et le directeur général des élections a dit en son temps que si on peut voter pour soi, on peut s'auto-parrainer. Bon, en tout cas, pour paraphraser un peu ce qu'il a dit. Mais là, maintenant, des juristes, et j'ai dit en son temps que les élus, notamment du Parti des démocrates, devraient rapidement saisir la Cour constitutionnelle pour être situés. Ils ne l'ont pas fait. Je crois que Marc Goudianou l'a rappelé. D'autres personnes l'ont rappelé cela à travers différents plateaux. Ils ne l'ont pas fait. Et à quelques jours où on doit connaître le candidat des démocrates, notamment samedi prochain, c'est que 5 juristes saisissent la Cour constitutionnelle et attaquent la Sénat pour dire que la loi n'a jamais prévu une possibilité d'auto-parrainage. Vous imaginez le drame? Cela suppose que avec ça, on n'a pas encore la réponse de la Cour. Oui. Alors, si la Cour ne parle pas
et que c'est après avoir choisi les candidats, et que c'est les élus qui ont été choisis, et que la Cour va dire au lendemain pour dire qu'il n'y a pas de possibilité d'autoparrainage, parce que ceux qui ont saisi la Cour sont allés avec des arguments et des démonstrations. Alors, donc, moi, je pense que ceux qui sont élus au niveau du Parti des démocrates, qui ont pris du temps à saisir la Cour constitutionnelle, ont péché. Ont péché. Et je ne sais pas, ce n'est pas nous qui choisissons le candidat du Parti des démocrates, mais c'est à eux de choisir leur candidat et vivement que cette affaire ne leur porte pas préjudice. C'est très important. Très bien dit. Parce que les 5 qui ont saisi la Cour constitutionnelle, je ne sais pas qui sont ceux qui sont juristes là. Est-ce que la Cour va aller dans le sens, ira dans le sens du directeur général des élections? Du Quintio? Ou bien là, la Cour va dire non, écoutez, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas possibilité d'autoparrainage. C'est risqué, c'est risqué. C'est risqué. Un mot là-dessus? Très risqué, autant pour les démocrates que un peu pour les autres. Moi, je peine également à comprendre. Il y a des risques aussi pour les autres? Non, pour les autres, il n'y a pas de risque, parce que Wada, il n'est pas élu. Non. Tayata n'est pas élu. Non, non plus. Paul n'est pas élu. Encore moins Rompé. Donc eux, ils n'ont pas de souci. D'accord. Sauf s'il y a un autre candidat suscité au sein des députés de la mouvance, ça va être un problème peut-être. Oui, peut-être par rapport au colistier de Rompé, mais on ne le connaît même pas encore. Principalement pour les démocrates, mais je peine à comprendre que sur un sujet aussi important, l'on est autant traîné à pouvoir faire ce qui devait être fait. Et pourtant, la sonnette d'alarme a été touchée. Elle a résonné. Les discussions ont été faites pour mettre les uns et les autres sur le chemin de la lumière, mais ils n'ont pas daigné vouloir l'entrevoir. Aujourd'hui, il se fait que c'est un peu tard, mais tout dépend de la décision de la Cour. Où est-ce qu'elle se penchera? Et quand est-ce que cette décision sortira? Voilà encore une autre question. Bon, j'espère que cela ne va pas créer un imbroglio, mais je sais déjà que dans la tête des uns et des autres, notamment de ceux qui travaillent au niveau de la commission qui doit déterminer le duo candidat des démocrates, on doit être en train de réfléchir à fond. Peut-être que ça jouera sur le choix des personnes qui seront désignées, sait-on jamais, on verra bien. Mais c'est une décision importante et s'il s'avère que ça leur est préjudiciable, je pense qu'ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, en fait. Parce que s'ils ont traîné, c'est eux-mêmes qui ont traîné et que c'est par leur faute si les choses arrivent à être décidées en ce moment précis-là. Ça va être leur faute. Vous dites que ce n'est pas de leur faute, ça va être de leur faute. Oui, je dis que ce ne sera que de leur faute. Ok, d'accord. Ce ne sera que de leur faute. Allez, c'est eux qui ont traîné. On va parler maintenant du mea culpa, les excuses présentées par Philippe Rondeillon devant la Cour. Oui, je pense quand même qu'il faudrait qu'on en parle. Je ne sais pas par quelle question commencer. Est-ce que Philippe Rondeillon a présenté des excuses? Bon, c'est vrai. Merci d'avoir posé cette question. Parce que j'ai lu un compte rendu de l'audience et dans ce compte rendu, il était dit qu'il regrette que ses propos aient été mal compris. Il regrette que ses propos aient été mal compris. Oui. C'est ce que j'ai lu dans un autre compte rendu. Très bien. Maintenant, d'autres médias ont commencé par dire qu'ils présentent des excuses, ils regrettent tout ça. Écoutez, vous le savez, lorsqu'on veut faire de la communication, c'est autre chose. Voilà. Je vais plutôt insister sur ce que vous avez lu. Oui, il regrette d'avoir été mal compris. Et il allait plus loin en disant qu'il est un maître, un spirituel. Bon, autant de choses, hein, et je crois que la Cour lui a répondu, quand on est à des moments donnés, il vaut mieux s'abstenir de parler quand on est en colère. Donc oui, c'est pas trop. Moi, je n'ai pas le compte rendu fidèle. On a suivi, oui. On a suivi quand même les éléments qui ont circulé. J'ai lu quelque part où il disait que c'est pas si c'est fâché qu'il était fâché. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on est fâché, il vaut mieux s'abstenir. Mon père me disait, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Oui, il a dit qu'il était en colère, qu'il était très en colère et que des choses sont sorties et qu'il les regrette. Et que ça a été mal interprété. Sorties sans être contrôlées et qui ont été mal interprétées
et qui les regrettait. Mais dans le rapport qui a été présenté, à aucune partie, il n'a été dit qu'il a présenté des excuses. Vous savez, moi je lis ce qui éclaire le peuple, donc il faut que ça soit compris. Vous savez, moi, pour aujourd'hui me prononcer sur certaines déclarations aujourd'hui, je fais attention aux premières personnes qui ont fait sortir l'information. Très bien. Et quand vous regardez un peu ceux qui sont les premières personnes qui commencent par mettre certaines informations sur la place publique, vous connaissez en même temps le but. D'accord. L'objectif qu'ils veulent atteindre. S'ils veulent manipuler ou pas. Donc, du coup, moi, je me garde d'aller dans ce sens parfois et de dire, mais attention, situons les choses. En tout cas, pour le compte rendu que j'ai eu, ce n'est pas qu'il présente des excuses. Oui. Et je crois que c'est à lui, là, maintenant, une partie de ce qui a été dit. Oui. Et j'ai dit aussi que la Cour lui a répondu que quand on est en colère, on s'abstient de parler. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'il prenne des excuses. Il regrette que, oui, en colère, qu'il ait dit des choses, mais qui ont été peut-être mal comprises, mal interprétées. Donc, de toute façon, bon, maintenant, c'est un être humain. S'il représente des excuses, est-ce qu'on a besoin de mettre ça à communiquer autant pour montrer que, oui, l'homme a de prendre des excuses? C'est un humain. Parfois, il nous arrive de faire des erreurs. Et il n'y a que les imbéciles qui ne font pas des erreurs. Oui. Donc, si évidemment, il présente ses excuses, c'est un être humain, il a présenté des excuses, on n'a pas besoin de ventiler cela. Non, mais j'ai vu automatiquement que ce compte rendu a été fait pour dire qu'il présente des excuses. J'ai vu les commentaires de ceux qui en voulaient à sa personne. Donc j'ai vu un peu les commentaires, le contenu des commentaires, et puis je lisais, je souriais. Écoutez, c'est le 229, on fait avec et on continue. Le 229, vous faites avec aussi? Un rappel de 2 phrases qui ont été relayées. Je ne reconnais pas les faits, je n'ai harcelé ni incité à la rébellion, a-t-il déclaré. Et une seconde phrase, celui qui ne regrette rien n'est pas un homme. Ça fait partie des choses qu'il a dit. Et Laurent vient de le dire. Et je viens de le dire. Voilà. Donc, ni à la première phrase, ni au niveau de la seconde, on entend dire qu'il a présenté des excuses. On peut avoir du regret. Un humain peut avoir du regret. Il dit également que c'est sous un ton de colère qu'il s'est exprimé, qu'il a fait ces déclarations qui ont été mal interprétées, qui n'étaient pas dans le sens de l'interprétation qui a été faite. Et puis, voilà. Il faut juste rappeler que la Cour a dit qu'à la prochaine séance, toutes les vidéos qui ont été faites seront écoutées, diffusées et vues. Et donc, à partir de là, on pourra avoir un peu plus de lumière et on pourra parce que là, mieux décider sur ce qui adviendra. Sa remise en liberté provisoire a été rejetée. Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre, il faut aussi préciser. Bon, allez-y d'abord. Ok. Je voulais conclure pour cette intervention en disant que il faut retenir qu'entre la précédente comparution et celle-ci, le ton s'adoucit du côté du général Louis-Philippe Ondéon. Le ton s'adoucit. Et même la façon de dire et de présenter les choses change un tout petit peu. Ce n'est plus l'homme braqué sur la défensive. Voilà, la véhémence sur laquelle il était sur la précédente comparution. Et donc, moi, je pourrais peut-être noter cela et attendre la suite pour voir ce qui se passerait. Mais il faut retenir également une dernière chose, c'est que c'est la justice de notre pays. Il faut pouvoir lui faire confiance et attendre que le droit et la justice puissent être dites. Et voilà. Merci. Oui, non, je crois que sa remise en liberté provisoire a été rejetée. Et donc, je crois que l'audience, la prochaine doit être autour du 20 octobre. Et on verra si, après avoir visionné toutes les vidéos de cette déclaration, est-ce que la Cour, la justice va décider de le mettre en liberté provisoire. Mais il faut comprendre aussi, il faut préciser aussi qu'au cours de cette audience, de ces audiences-là, de la criette, il y a beaucoup de dossiers sensibles de l'État qui seront au rôle. Il y a l'affaire, comment vous appelez, Sosoupé, il y a, comment vous appelez, Osé Rouimbo, qui va comparaître. Il y a Julien Kandé-Kansou également, qui est poursuivi pour harcèlement par voie électronique également. Il y a le cas Sosoupé, non, je crois qu'il y a un autre cas là, que j'oublie. Il y a un autre cas là. Ces dossiers sensibles pour l'État, ce sont ces dossiers-là qui seront au rôle au cours de cette plénière de la criette.
attendons de voir ce qui va se passer pour ces différentes personnes. Alors, bonne chance à ces personnes et que la justice, parfois, à un moment donné, fasse preuve de clémence pour nos compatriotes. Parce que nous nous acheminons vers un processus électoral et toutes ces personnes interpellées, peu ou prou, on les attribue à la mouvance présidentielle, malheureusement, ou à tort ou à raison. Et donc, pour aussi aider la mouvance présidentielle, il serait souhaitable que peut-être de voir ces personnes hors de prison, peut-être, pourquoi pas. Je ne suis pas la justice, je ne sais pas les éléments dont dispose la justice, que la justice fasse son travail, mais s'il y a la possibilité de manifester un peu de clémence, pourquoi ne pas le faire? C'est la justice qu'on a le sentiment, les sentiments. Non, il y a toute clémence de la justice parfois. Hein. Je crois que nous sommes déjà à la fin de l'année judiciaire et s'approche à grands pas. Si je me trompe, je voudrais jeter un pavé dans la mare. Il y a l'affaire d'Aïvo dont la conclusion doit également venir. Oui, évidemment. On espère que ça va venir finalement. Vous étiez sur le terrain récemment lorsqu'ils ont dit que ça devait reprendre. Ils ont promis que ça reprendrait très vite. Très bien, on attend tout ça. Merci à vous pour vos analyses. Laurent Roland-Toniquet, c'est un plaisir. Cet Atemi également, merci pour votre présence sur ce plateau.